Salut à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Ma Télé à moi, qui reçoit ce soir une dame qui est poétesse, auteure, conteuse et qui a passé plus de 35 ans de sa vie au service de ses élèves et de l'école algérienne. Elle est venue ce soir nous parler de tout ça à travers un programme, un sympathique programme qu'elle a choisi pour vous. Madame Warda Bouaziz Chérifi, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, c'est moi qui vous remercie. Merci Monsieur Halim, bonsoir tout le monde, bonsoir amis téléspectateurs. J'espère qu'on passera un bon moment de convivialité. Je n'en doute pas, mais j'ai juste une petite chose à vous demander, oui. C'est de m'éviter le Monsieur Halim. Alors, ok, ça marche. Bon, alors ce sera Halim tout court. Eh ben justement. Très bien. Alors j'ai juste envie comme ça de commencer par une question, parce que je vous vois très présente ces derniers temps sur les réseaux classiques, hein, comme la télé, la radio, et même sur les réseaux sociaux. Oui. Est-ce important pour vous d'aller à la rencontre des potentiels lecteurs, hein, puisque on lit de moins en moins? Donc il est important d'aller vers les gens qui lisent plutôt que d'attendre qu'ils viennent vers nous? Oui, tout à fait, Halim. On ne vient pas. Il n'y a pas une lettre qui vient frapper à votre porte s'il n'y a pas un destinataire, s'il n'y a pas quelqu'un qui vous l'a envoyé. Donc moi, j'adore la communication et j'adore aller chez les autres et vers les autres pour leur présenter ce que je fais ou juste pour un moment de partage. Oui. Est-ce aussi parce que je me suis un peu permis de fouiner un peu dans votre parcours, dans votre vie. Est-ce aussi une façon de rattraper peut-être le temps perdu, parce que vous avez mis beaucoup de temps pour non pas écrire, mais pour éditer? Est-ce une façon aussi de rattraper un peu ce temps? Je ne le pense pas, parce que j'ai toujours été comme ça, j'ai toujours œuvré dans la spontanéité, dans la communication. Rattraper le temps, on ne peut pas rattraper le temps, il y a trop de temps qui est passé. Pour l'édition, j'ai eu des engagements, des engagements dans ma vie. J'ai été enseignante, j'ai eu 4 enfants. Il y avait encore notre famille, enfin il y avait quelques tabous qu'il fallait briser. Donc oui, maintenant, rattraper le temps, je ne pense pas, je ne veux pas rattraper le temps, mais je veux profiter de celui qui reste. Très bien. Alors, je rappelle juste que ce n'est pas une émission littéraire, donc on ne va pas vraiment parler de poésie et de littérature. Je laisse le soin à mes amis Youssef Sayah et Karim Amiti, qui savent le faire mieux que moi. Mais le but de l'émission, c'est de découvrir un peu qui est Warda Bouaziz Chérifi. Donc, on va commencer avec votre premier choix. Et vous avez choisi une très belle chanson en hommage, je crois, à votre maman, et à travers elle à toutes les mamans du monde. Et elle est interprétée par une chanteuse qu'on voit très rarement, hélas, voilà, pour ne pas dire plus, et qui est Karima. Alors, elle chante Aïma Tassa, et si on doit traduire, c'est Tassa, c'est Kibda ou le Kibida, et n'essayez surtout pas... Voilà. Et n'essayez
Désolé d'interrompre la chanson à ce moment. Je vous sens très, très, très ému. Oui, bien sûr, je suis émue. C'est une chanson que j'adore. Ouais. Justement, parce qu'il s'agit de ma mère aussi, que je n'adore pas, que je vénère. Adorer sa mère, c'est trop peu dire. Et cette chanson, justement, je la dédie à toutes les mamans, et spécialement à la mienne, qui est souffrante actuellement. Et toutes ces paroles que Kelima, que je salue, dommage, qui a disparu des écrans, et ben justement, c'est des paroles que je dis tout le temps à ma mère, surtout avec l'âge. Ouais. Voilà. Et une mère, ça ne vieillit pas. Moi, quand on me dit, ta maman, elle a quel âge? Et que je donne l'âge de ma mère, oh là là, il n'y a pas... Ça me torture. Hein. Vraiment, ils disent, Mokros. Elle vient. Parce que pour moi, ma mère restera ma mère. Ah ben oui. Et Halim, je dis toujours, j'ai un espoir en tant que mère aussi, en tant que mère de 4 enfants. Je me dis, Ya Rabbi, Inch'Allah, mes enfants, ils vont m'aimer comme moi, j'ai aimé ma mère et que j'aime ma mère. Justement, j'allais pratiquement vous poser la même question. J'allais vous dire, est-ce qu'on connaît mieux la place de la maman lorsqu'on devient maman à son tour? Et puis, grand-mère, hein, puisque vous l'êtes aussi. Donc, on réalise un peu plus la place. On réalise un peu plus, et beaucoup, hélas, ne le réalisent qu'une fois qu'elles sont parties de l'autre côté, qu'elles sont parties dans leur dernière demeure. C'est là que les gens, après, les enfants, surtout, ils se disent « Ah, c'est vrai que ma mère... » Mais c'est trop tard pour dire ce genre de constat. Mais c'est vrai qu'avec l'âge, vraiment... En tout cas, c'est un très bel hommage et je vous en remercie. Alors, quand on parle de maman, on parle forcément d'enfance. Votre enfance, Madame Warda Aziz Chérifi, vous l'avez passée comment? Où et comment d'abord? Moi, je viens du quartier, un très beau quartier de mon enfance, Clerval, actuellement Rostomia. Un très beau quartier résidentiel. Clerval, c'est sur les hauteurs d'Alger, pour ceux qui ne connaissent pas. Voilà, entre Bouzeria et Fougerou, Bouzeria et Bni Msous. Pour ceux qui ne connaissent pas. J'ai passé une enfance magnifique, hein, je vais dire. La Benjamin de mon papa qui m'adorait, il m'adorait. J'ai passé mon enfance tranquillement. J'étais une enfant, une fille docile, qui avait la chance d'étudier, contrairement à mes autres sœurs qui étaient déjà parties, que je n'avais pas trouvées à la maison. Pas tellement, mais j'ai été choyée par mon père surtout. Et choyée vraiment au point où il s'est sacrifié pour moi. Il m'a laissé étudier, il m'a laissé traîner un peu la patte. Je ne sais pas si vous comprenez un peu l'expression que je veux dire, contrairement aux familles, aux filles de ma génération, de mes sœurs qui partaient à l'âge de 16 ans, 17 ans. Et moi qui avais déjà la corpulence d'une femme à l'âge de 16 ans, quand même mon père, il a veillé à ça. Donc j'ai passé une enfance, une enfance magnifique. Et à l'école, ça se passait comment? J'étais une... On m'a dit que vous étiez une élève modèle. Je ne sais pas, modèle non, je m'en excuse. J'ai marqué les esprits peut-être parce que maintenant j'ai des vieux amis que je salue d'ailleurs, 40 ans après, des amis du CEM, d'Amara Rachid et tout ça. On a gardé un très très bon contact. J'ai essayé toute ma vie d'être spontanée, d'être agréable. Des fois on n'a plus, d'autres fois pas, et ainsi va la vie. Alors, l'amour de la lecture, c'est venu... Je parle d'abord de la lecture, parce que la lecture. Je suis de ceux qui pensent pour écrire, il faut d'abord lire. Il faut beaucoup lire. Elle se complète. L'une entame l'autre. Tout à fait. Alors, l'amour de la lecture, c'est venu très tôt? Je pense très tôt. Je pense très tôt, ou bien assez tôt, parce que j'étais quand même au CEM, c'était au collège. Et au collège, à l'époque, on nous imposer la lecture. Les professeurs, surtout de langue française ou de langue arabe, nous imposaient des livres, il fallait qu'on lise. Et voilà, on faisait même la lecture magistrale, la lecture théâtrale. C'est un très bel exercice, hein. Dommage qu'on le fasse plus. La voix qui porte. On ne savait même pas ce que c'était un théâtre. Moi, je n'ai jamais été au théâtre, mais j'écoutais le professeur qui disait « Aujourd'hui, on va lire comme au théâtre ». Et il y avait, je me rappelle de mon enfance, les émissions au théâtre ce soir. Il fallait taper, donc on a appris à lire. Moi, personnellement, j'ai appris à lire grâce à mes enseignants. Et vous lisiez quoi
toute petite? D'abord, j'ai lu mes textes, j'ai lu mes livres, j'en ai bu, j'en ai lu et mangé. Et puis par la suite, je voulais lire parce qu'il fallait rendre des dissertations aux professeurs, des expressions écrites, comme on les appelle maintenant. Donc Halim, le professeur, les professeurs contrôlaient notre travail à la rentrée, après le week-end. Allez, qu'est-ce que vous avez lu les enfants, qu'est-ce que vous avez lu? Et ben, chaque jour, il y avait 2 ou 3, par exemple, qui passaient au tableau pour dire, madame, j'ai lu tel, tel. Et moi, comme je n'avais pas l'aubaine d'avoir des livres à la maison, faute de lecture, justement, chez moi, c'était une usine où tout le monde travaillait et il n'y avait pas encore la lecture, n'était pas installée chez moi. Comme je vous ai dit, comme dans pas mal de foyers algériens. Ayant été la première fille qui avait la chance d'étudier. Donc j'avais quand même mon grand frère, que je salue d'ailleurs. Mon grand frère qui m'a donné une certaine discipline. Il avait de la rigueur. Mais ça m'a servi. Il avait tous les soirs, il avait 3, 4 journaux avec lui. Et il avait ces journaux étaient repassés Halim, comme ses chemises. Et je lui ai demandé, il fallait voir comment il les pliait, comment il les rangeait. Très méticuleux. Ah oui, très, très. Et puis je le suppliais, je lui disais, est-ce que je peux prendre le journal pour le lire? Alors il me dit, prends-le. Prends-le, mais tu le rends comme ça. Tu le rends tel que tu l'as pris. Et je lisais. Je lisais, bien sûr, j'adorais les faits divers. Je lisais les faits divers. Comme je ne sortais pas tellement, et je découvrais à travers les faits divers ce qui se passait ailleurs. Des histoires qui ne ressemblaient pas tellement aux nôtres, qui étaient bien mais qui étaient plates. Et automatiquement, j'ai appris à lire. J'ai appris à respecter les livres. Et puis après, j'ai eu le bonheur. Je ne sais pas si vous vous rappelez, Halim, mais sûrement que vous vous rappelez la fameuse bibliothèque verte, les livres de poche. Les livres sont de poche. arrivés dans nos écoles et on avait la petite carte de bibliothèque gratuite à l'école. Donc, pouvait lire qui voulait. Et là, j'avais mes livres. Donc, vous vous êtes bien rattrapé après? Ah, je me suis rattrapée. J'avais des livres, j'avais des auteurs que j'affectionnais énormément. Voilà. Et après, bon, côté études, vous choisissez, curieusement, vous qui écriviez dans la langue de Molière, vous optez pour la langue de Shakespeare. Pourquoi ce choix? Peut-être que c'était des voisins. Voilà, c'était des voisins, peut-être qu'ils ne se connaissaient pas, mais j'ai essayé de les unir. Ben, vous savez, la langue française, pour moi déjà, c'est une langue qui m'a libérée, qui m'a aidé à m'émanciper, à m'épanouir. C'est une langue que je chéris beaucoup. Et la langue de Shakespeare, voilà, c'était un honneur. C'est peut-être pour rendre hommage aussi à mon père. J'étais bonne, j'étais excellente. Et on avait de très bons professeurs. On a appris l'anglais comme ça. Je me rappelle, mademoiselle Hamadès, quand on est... même comment on appelle ça, les méthodes ont changé. Elle arrive en classe, on était jeunes. Alors elle dit, prenez votre livre d'anglais, c'était Andy in Algeria. Et elle dit, prenez telle page, qui veut la lire? Et tout le monde, madame, on ne sait pas lire, on n'a jamais fait anglais. Moi, je lève mon doigt et je leur dis, je vais lire, madame. Et je lisais en anglais, sans que ce soit de l'anglais. Je les disais et je lisais en articulant en français. Tout le monde a rigolé, moi-même j'ai rigolé. Et le professeur a dit une phrase qui m'a marquée, qui m'a motivée. Elle a dit, ben, vous allez voir, votre camarade sera une excellente élève en anglais. Je ne voulais plus la trahir. Et puis mon père, quand il allait au bled ou bien dans les villages, il te disait, il lit l'anglais. C'est une fierté pour lui. l'anglais, j'étais la première à faire anglais. Et puis voilà, la passion, l'anglais m'a fait vivre. Le français m'a libérée. On va parler de l'enseignement, mais avant ça, vous vous mariez et curieusement, vous quittez Alger, vous qui chérissiez tellement Alger, vous êtes obligé de partir à Zasga et vous appelez ce départ un exil. C'était pour vous un exil. Et donc vous choisissez comme deuxième chanson, on va en écouter un extrait, un grand maître, Cheikh Akli Hiyaten pour moi. C'est trop d'émotions déjà, la première m'a déchiré. C'est votre programme, donc on le partage avec vous. Donc on écoute Akli Hiyaten chanter une chanson sur l'exil et qui
Je ne sais pas, je vais peut-être vous faire rire, mais c'est une chanson que Yahya Etten a chantée pour moi. C'est bien dit, ouais. Sincèrement. Ouais. Quand je suis arrivée à l'âge de 22 ans, quand je suis arrivée à Azazga, je n'avais pas de repère. J'avais pas de repère. Parce qu'en fait, quand je suis partie d'Alger, je n'avais pas quitté que mes parents. Ouais. J'avais tout laissé à Alger. Je crois que j'avais laissé même mon âme. Wow. Parce que je suis partie, j'ai laissé la fratrie, mes frères, mes sœurs, mes voisins, mon lit, mes habitudes, mes élèves de Bebloued, tout ça. J'arrive dans une ville où je ne connaissais personne. Ouais. Et je me rappelle que le premier jour, parce que quand même où j'ai été enseignée au CEM, qui est devenu mon refuge, et je salue tous mes amis, tous mes collègues, tous mes élèves d'Azazga, et tous mes collègues qui ont été qui m'ont donné... qui m'ont ouvert les bras quand Alger a fermé les siens. Donc, je me rappelle que c'était mon mari qui m'avait accompagné, comme on accompagne un enfant à l'école. Pour la première fois. La première fois qu'il me présentait. Et tout le monde lui disait, sincèrement, maintenant ça me fait rire, mais à l'époque, ça m'a traumatisée. Moi qui étais enseignante, l'algéroise qui arrive, et tout le monde disait à mon mari, t'inquiète, ça va bien se passer, on est là, on va l'aider. Ouais. Je venais de rentrer de nouveau à l'école. C'est bien dit. Très bien. Alors, avant de parler de l'enseignement, oui. Vous avez fait vos débuts dans la poésie. Est-ce qu'on peut dire que vous devez cette poésie à votre maman qui est, on m'a dit, elle-même poétesse? Grande poétesse. Ouais. Ma mère n'est pas une poétesse. Ma mère est une poésie. Waouh. Voilà, comme beaucoup de femmes de l'époque. Pourquoi elles ont chanté? Parce que c'était leur façon de s'exprimer. Quand elles étaient joyeuses, quand elles avaient mal au cœur, quand elles avaient des boules, elles ne pouvaient pas dire, elles ne pouvaient pas se bagarrer aux gens. Tout à fait. C'était tabou, donc elles chantaient comme ça pour dégager leurs amertumes, s'exprimer à travers le chant. Ma mère est une grande poétesse, il y a les gènes. J'ai la fierté de dire, effectivement, qu'elle m'a transmis quelque part ça. Très bien. Alors, avant de parler de l'enseignement, j'aime bien votre troisième choix parce qu'il nous a tous marqués. C'est une chanson de Sadr Djem'aoui qui a pour titre « Shukran Alf Shukriya Oustadi ». On regarde et puis on revient juste après pour parler justement de l'enseignement. أستاذي يا ولد بلادي أنا أستاذي يا ولد بلادي علمني لغاتي وتاريخ أستاذي علمني لغاتي وتاريخ أستاذي علمني لغاتي وتاريخ أستاذي علمني لغاتي وتاريخ أستاذي شكرا سؤال شكر يا أستاذي شكرا سؤال شكر يا ولد بلادي شكرا يا ولادي على عبارات هذه مدة شحال ما سمعت هيهات شكرا يا ولادي على عبارات هذه مدة شحال ما سمعت هيهات وفقني يا الله ونوفي بعهدي وفقني يا الله ونوفي بعهدي شكرا وألف شكر يا ولادي شكرا وألف شكر يا ولادي شكرا وألف شكر يا ولاد بلادي شكرا وألف شكر يا ولاد بلادي علمتني الأصول تربية دينية كلام الله والرسول واللغة الحياة علمتني الأصول تربية دينية كلام الله والرسول واللغة الحياة علمت بفكري وبيديا أنت المدرسة الأساسية علمت بفكري وبيديا أنت المدرسة الأساسية
شكرا وألف شكر يا أستاذي شكرا وألف شكر يا وليد بلادي. J'ai vraiment envie de dire, Yahsa, vous nous avez replongé dans une oui, tout à fait. Très, très belle époque en tout cas. Donc vous choisissez l'enseignement, mais l'enseignement ne commence pas à Zazga. Vous avez déjà enseigné à Alger avant de partir, non? D'abord, j'ai choisi l'enseignement, c'était le chemin le plus court, le plus adéquat, le plus abordable, le mieux. Oui, parce qu'il paraît que, enfin, dans votre région et tout, on disait une fille de bonne famille, c'est soit sage-femme, soit enseignante. Sage-femme, soit enseignante, on n'avait pas trop le choix. Donc voilà, j'ai enseigné, oui, aussi même Rachid Kouache, à Beblouet. Oh là là, j'étais jeune, je dépassais à peine mes élèves de l'époque, et je me rappelle encore leur nom, leur prénom, jusqu'à présent. C'était mes petits frères. Je vais vous dire quelque chose, s'il y en a encore des gens qui me regardent. Il n'y avait pas tellement de bus, il n'y avait pas encore les taxis, il n'y avait pas de fourgon. Il m'accompagnait le soir à 5 heures de Climat de France. Je marchais dans la rue, on traversait Climat de France, on traversait l'Armaf, Fougerouge jusqu'à Clerval, où mon père m'attendait, mesquine, devant la maison. Il attendait et il disait Amil Hadj, mes élèves m'accompagnaient à la maison. Les enfants de Beblouet. J'ai enseigné donc 2 ans, je me suis mariée au bout de la 3e fois. La belle époque, lorsqu'il y avait beaucoup de respect entre l'enseignant et ses élèves. Et beaucoup sont venus quelques années après. Une fois, mon mari arrive, il y avait deux bonhommes qui sont venus me faire, tu sais, je t'ai ramené des gens qui veulent te voir. Parce qu'eux aussi étaient d'Azazga. C'était mes anciens élèves de Beblouet qui ont cherché, qui m'ont débusqué. Eh ben, c'est bien. Surtout peut-être maintenant avec les réseaux sociaux. Avec les réseaux sociaux, Halim, sincèrement, je le redis, j'ai beaucoup d'amis. Et la plupart de ces amis sont mes anciens élèves, leurs épouses, leurs enfants. Parce qu'en fait, moi, j'ai eu les générations. Voilà. Alors, moi, j'aime bien parler de l'enseignement parce que j'estime qu'on n'en parle pas beaucoup. Qu'est-ce qu'il faut pour faire un bon professeur? Selon vous, après 35 ans d'expérience, je pense que... Déjà, un bon professeur, je ne parle pas du bagage écrit. Parce qu'un professeur, pour moi, et selon mon humble avis, ce n'est pas de la craie, ou bien le stylo, ou bien le stabilo, non. Le professeur, c'est surtout une personne. Il faut toucher, il faut parler le langage des enfants. Beaucoup de pédagogie. Bien sûr, il faut être pédagogue. C'est ça, un bon professeur. Un bon professeur, c'est celui qui touche ce qu'on appelle, entre guillemets, les mauvais... Moi, je ne vais pas dire ça. Je vais dire les élèves qui ont de mauvaises notes. Parce qu'il n'y a pas de mauvais élèves. Voilà, je préfère pas aux élèves. Donc, c'est ça. Il faut travailler avec tout le monde. Et par contre, on voit certains, par exemple, on délaisse ces élèves lacuneux. On les délaisse. Et on préfère travailler travailler avec les bons. Déjà, les bons, ils sont armés. Ils n'ont presque pas besoin de ce prof. Parce qu'ils sont bons eux-mêmes. On peut les accompagner, mais pas au détriment... Pour marquer l'esprit d'un enfant. Parce qu'il faut voir plus tard, quand on se rend compte, quand on a vieilli, qu'on trouve un monsieur qui a des enfants qui dit « Ah, c'était mon prof », soit il vous fusille de regard, avec un regard furibond, soit il s'arrête et vous fait carrément, il vous tire chapeau, parce que vous l'avez marqué. Un bon professeur pour moi, et aussi il faut parler du bon élève. Tout à fait. Un bon élève pour moi aussi, Halim, ce n'est pas un élève qui a des 17, des 18. D'ailleurs, moi, ces notes, je ne sais pas, tellement colossales, je ne les aime pas. Je n'aime pas toutes ces notes. D'accord, je préfère les petites notes parce qu'à travers ma carrière, j'ai appris que les élèves moyens étaient les élèves qui arrivaient. Beaucoup plus, qui allaient très loin. Parce que les autres, à un moment, ils sont rares, ceux qui continuent. Ils dépriment, ils ont une fois une petite note qui ne leur plaît pas, ils dépriment, ils perdent pédale et tout ça. Et un bon élève aussi, Halim. Un bon élève, c'est un... Vous savez, il faut qu'il y ait une relation fusionnelle entre le professeur et l'élève, au même niveau de respect. Il faut que l'élève le considère comme son petit frère, comme son ami, comme son enfant. Et l'élève aussi doit accepter son professeur comme son père, comme sa mère, comme sa sœur, comme un ami, comme quelqu'un qui peut
lui faire une remarque. Voilà. Et c'est là qu'on crée un climat de confiance. Ouais. Et c'est ça qui sauve normalement l'école. Ça a hélas beaucoup changé. Comment vous avez vécu cette évolution durant les 35 années d'exercice que vous avez eu? Oui, je l'ai constaté déjà. Ouais. Les 10 dernières années, même pas les 5 dernières années, je vais dire, on a constaté ça. Parce que déjà, les parents étaient beaucoup plus jeunes, étaient beaucoup plus instruits, ils étaient beaucoup plus exigeants, exigeants même en remarque. Voilà, je ne sais pas, par exemple, ils n'acceptent pas qu'un professeur fasse une petite remarque comme ça rigolote. Parce que vous savez, c'est quoi un professeur qui est spontané? Je peux dire quelque chose qui touche, mais laissez-moi réparer toute seule. C'est pas la peine d'en faire des trucs. Donc j'ai vu ça, et puis j'ai vu aussi l'attitude des parents qui demandent à leurs enfants des notes. Voilà. Avant, on avait des parents qui venaient nous voir et disaient « Ah, s'il vous énerve, madame, vraiment, je vous le confie. Et si ça ne suffit pas, vous m'avertissez. » Maintenant, non, c'est pas comme ça. Il y a toute cette mascarade, toute cette anarchie de cours que les parents offrent à leurs enfants dans le but de les faire travailler. Or que moi, je pense qu'on ne les fait pas travailler, on les abrutit. Donc ça a changé. Les dernières années, en matière de sentiments, de travail, de potentiel, j'ai vraiment, avec tous mes respects à mes anciens élèves, que j'adore, même les derniers, heureusement je suis sortie indemne. Et eux aussi, parce que je ne me serais jamais pardonnée. Et cette chanson justement de Shukran Ya Oustadi, d'abord je remercie Shukran Oustadi à mes propres professeurs qui ont fait de moi. D'abord, Et bien sûr, si je suis devenue professeur, c'est par amour à mes professeurs qui m'ont donné confiance. J'ai vu ce que c'était. Pourquoi? Parce que les professeurs, à la maison, je ne parlais pas. Et quand j'arrivais en classe, j'avais une autre maman, j'avais une grande sœur. C'est très très important chez un adolescent de s'exprimer et d'être, je ne sais pas, d'être réceptif et de se sentir écouté en même temps. Donc je dis chapeau, et je dis aussi, et ça me beaucoup d'émotions, je me rappelle aussi mes élèves. Les derniers jours, je vous assure, quand je rentrais, pourquoi mentir maintenant? Mes élèves, ils me regardent. Je suis sûre, si je mens, j'arrive à Zasga, ils vont me fusiller, ils vont dire, madame, vous avez menti, vous avez dit ça et tout ça. Je reconnais mon caractère de dur. J'en renvoie. Ça, tout le monde connaît la forte personnalité que j'ai, mais à la fin de l'année, je passe dans les classes et tout le monde pleure. On s'arrache, on se déchire. Et je passe classe par classe. Les enfants, je viens vous dire, excusez-moi, pardonnez-moi. Voilà, il faut que je le dise, sinon je passe de mauvaises vacances. Parce que je sais que j'ai heurté certains. Et eux, quand ils m'embrassent, quand ils m'embrassent en pleurant, je crois que mes enfants n'ont pas assez fait, n'ont pas autant fait que mes élèves. Eh bien, c'est bien dit. Moi, je voudrais, avant de passer à l'écriture, à la poésie, je voudrais revenir justement en tant qu'auteur, en tant que poétesse déjà. Est-ce que vous avez pu transmettre cet amour-là de la lecture et de l'écriture à vos élèves, que ce soit en français ou dans la langue de Shakespeare, peu importe, mais est-ce que vous avez pu leur transmettre, du moins à certains, cet amour-là? Je leur ai transmis beaucoup de choses, sûrement, beaucoup de choses qui me touchent. Voilà, mais l'écriture aussi, bon, l'écriture en anglais, je ne leur ai pas tellement transmis ça, mais de la lecture, si. Ils ont énormément lu, ils ont énormément chanté. Moi, j'ai beaucoup chanté avec mes élèves. Et on a chanté Imagine All the People, on a chanté Blowing in the Wind, dont les élèves se souviennent jusqu'à présent. Et ça fusillait dès que je rentrais en classe. Et je les voyais tendus, je les voyais pas bien. Je leur dis, les enfants, vous voulez pas travailler aujourd'hui? Ils disent, non madame, on est fatigués, on a fait un devoir. Je leur dis, on chante? Ils me font oui. Puis on s'éclate. C'est des enfants qui chantaient couramment en anglais. Et pour moi, c'est un acquis. Voilà. Quant à l'écriture, j'ai eu des élèves, j'ai eu beaucoup d'élèves qui écrivaient, qui venaient me voir à la fin des cours. Madame, vous pouvez, s'il vous plaît, nous corriger ce poème, nous corriger cet article que j'ai écrit. Voilà. Alors, vous êtes une personne très sensible et d'une grande générosité, ça se ressent dans vos écrits et tout. Et je crois que c'est pour cette raison que vous avez choisi de rendre hommage à quelqu'un qui nous a tous marqués, justement, par sa spontanéité, sa générosité, à travers une émission culte pour moi, Kul Shay Mumkin. Donc, on va voir un extrait d'un de ses numéros. Il s'agit bien sûr de Riyad Boufedji, Allah yarhamou. On regarde.
عليكم وصحة عيدكم. رانا اليوم الثلاثاء 21 مارس 2000 وراكم في حصة وكل شيء ممكن على المباشر باش تناديون على المباشر حتى راحت لي الهضره. على المباشر عندكم 23 09 77 ولا 23 09 78 ولا ناديتونا ابتداء من غدوه. تعرفوا الرقم تاعنا اللي مضاريين تكلمونا به 59 09 35. هذا ابتداء من غدوه ان شاء الله. اذا نقول لكم مره اخرى اهلا وسهلا بكم في حصه وكل شيء ممكن. وكعادتنا تعرفوا بلي هذه الحصه ندعو فيها ناس اللي مولفين يجيونا للحصه كما سي زيان اللي تعرفوه كما سي زدام كذلك. ولكن عندنا اليوم مفاجاه. جانا صديق من فرنسا تتعرفوا عليه اثناء السهره. هذه تبقى مفاجاه السهره وهو ضيفنا الشرفي اليوم. اذا تعرفوا باللي الحصه تاعنا فيها اللقاءات ان شاء الله تكون كثيره بعد العيد. كما درك انا ولفنا باللي تجي اللقاءات نشوفوا الى هذا صح ولا ما صحش. ولكن كاين واحد ثلاث بنات صرخوا صرخه كبيره من سطيف العالي اللي هي عاصمه الهضاب العليا الجهه الشرقيه. هي خلود رانيا ونور الهدى. نسمعوا الصرخه تاعهم من سطيف. نادينا الشمس وفقدنا الأمل لكن قلوبنا ما زالت ضاوية. هل ستشرق الشمس من جديد لما يعود؟ متى تشرق الشمس؟ هذا هو سؤال خلود، نور الهدى، رانيا، الإخوة الثلاث اللاتي عانين غربة الوالد. باللي هذه المرة عندنا 7 لقاءات والبعض منهم رانا رايحين نبثوهم. تبعوا معنا هذه اللقاءات. مختار يمينة نبحث على وليدي مختار سعيد. خرج 3 جوان 98. هو راح يخدم جيت حاسم سعود. عبد الله سليمان نحوس على الوناس وحيد في عمره 10 سنوات. راح من عند بابا حسن. انا مرواني محمد الطاهر. انا نبحث على يما عربي مريم. راحت وخلتني في عمري 4 سنين وراحت لفرنسا خلتني في عنابه. نعم حمراوي من العمر. حمراوي حبيت دير نداء خويا. نعم تفضل. عندي بنتي في سعيده حمراوي سميه. خرجت انا من سعيده 1988 سبتمبر اكزاكتومون. من ذاك الوقت ما سمعت عليها كاع كيف راهي وما شفتهاش. إذن كما قلت باللي هذو كامل صابوا مواليهم اللي شفتوهم. النداءات اللي شفتوهم كلهم لقاءات رانا سجلناهم. ونزيدوا لكم واحد اخر. مازال واحد اخرين ولكن نزيدوا لكم واحد اخر. راكم شافين على وليد رضا حوحو كلوزال هذاك بوشتيلي. هو كذلك هذا اللي ولد سيد علي صابوا مواليه ونحييه ونقول له ان شاء الله راك بخير وراك عايش مع مليك كما كانوا متمنيين لك. Voilà, donc Riyad Boufdji, Allah yarhamou. En tout cas, je pense qu'il était très sincère et ça se ressentait. Je pense que côté sentiment, le téléspectateur n'est pas dupe. Hein. Quand c'est sincère, il adhère tout de suite. Et c'est pour ça que beaucoup de gens nous parlent encore de lui. On ne l'a pas oublié. Hein. On l'a pas oublié. Il est parti très tôt, mais on ne l'a pas oublié. Singulier. Ouais. Déjà, à mon sens, il y a eu ces émissions qui ont été reprises un peu partout. Oui. Voilà, mais sincèrement, il avait sa touche. Il avait sa touche, sa griffe. Ouais. On regardait ça, moi je me rappelle, on voyait ça, on était pressés, on faisait la vaisselle, vite, on va voir Koulouché et Moumké. Et on était là à pleurer. Ouais. On dirait qu'on était des pleureuses italiennes. Tout le monde pleurait parce qu'on était émus à fond. Et c'était des émissions qui m'ont énormément, je crois que j'ai vu, et c'est un animateur qui est parti très tôt. En tout cas. Et pourquoi j'adorais aussi ces émissions, je ne sais pas si vous vous rappelez, je vous ai dit tout à l'heure au début de l'émission que la première lecture qui m'a fascinée, c'était les faits divers. Voilà. Ouais. Donc c'était la continuité de très bien. ça. En tout cas, merci pour lui, pour sa famille, hein, d'avoir choisi de lui rendre hommage ce soir. Alors, avant de revenir à l'écriture et la poésie, je sais que quelque part, vous vouliez faire du journalisme. Oui. Et je sais que
d'après mes recherches, vous avez même été à la RTA à un certain moment pour faire Téléspeakerine. Racontez-nous un peu ça. Une fois, j'ai lu sur le journal, moi qui lisais les journaux, et j'étais fascinée. Et je regardais les Téléspeakerines à la télévision qui présentaient à l'époque le programme. Je ne parle pas des monuments d'Amina, Fatiha, Leila, pas. Mais la deuxième touche qui est arrivée, Sabiha, la femme de Boualem Chaker, Hafeda, il y avait un arrivage d'autres speakerines. Oh, je les ai vus, j'ai dit, oh mon Dieu, si je pouvais faire la même chose. Et ça m'a trotté l'esprit. J'en ai rêvé. Puis un jour, je lis le journal, je trouve un petit article qui a glissé parmi d'autres. Le NTV, il y avait M. Larouati à l'époque, qui était directeur général, qui demandait des téléspeakerines algériennes qui étaient intéressées. Et j'ai là imaginé, je suis venue, je me suis fait accompagner avec des amis, par des amis au boulevard des Martyrs. Il me semble que c'était le boulevard des Martyrs, Ahmed Zabana. Où ça? La radio. La radio, oui. Alors, je me suis fait accompagner parce que moi, je ne connaissais pas. J'arrive. Je voulais vraiment faire ça. Oh là 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 là. Et je vous assure que j'ai lire un petit texte, parce qu'on vous donne, hein, mesdames et messieurs, merci d'être avec nous, merci d'avoir choisi notre chaîne, très vite comme ça. Et j'étais belle. Avec le trac et tout? Non, aucun trac. Vous n'aviez aucun trac? Je crois que j'ai jamais connu de trac. C'est bien ça. Je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas. Quand je sors dehors, pour moi, c'est une délivrance, rencontrer des gens. Ou je sors du silence de la maison. Donc, automatiquement, je suis une boule d'entrain, une boule d'énergie. Je n'ai pas de trac. Voilà. Et ça s'est passé comment? C'est très bien passé. J'aurais pu. Et alors? Mais je n'ai pas pu. Je n'ai pas pu. Oh là 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 là. C'était une joie éphémère. C'était une joie éphémère. Dès que j'arrive, j'annonçais à ma mère, j'étais contente. Oh, je partais, j'allais faire un travail fascinant. Me montrer à la télévision. Mais je me suis vengée. Hein. Je ne suis pas téléspeakerine, mais aujourd'hui, je suis à la télé quand même. Là là, et faire mes programmes, devenir célèbre, faire. Et puis la pauvre mère, il faut voir. Vous savez, quand je partais en incendie et ma mère avait ses tuyaux de pompiers. Elle a éteint l'incendie. Heureusement qu'elle était là, parce que c'est beaucoup de frustration. Oui, certes, elle m'a dit, tu tais cette information, tu n'en parles plus. Et je n'en ai plus parlé. Donc, on va fermer donc la parenthèse. Je brûle encore d'envie Pas d'envie, comment dire, de nostalgie. Ah, d'accord. Ok, bon, alors on va fermer cette parenthèse pour nous consacrer justement à l'écriture et à la poésie. Alors, vous avez déclaré l'écriture, alors mon écriture vient de ma solitude. Il fallait que je m'exprime en écrivant. Je me confie à mes mots, MOTS, et les mots se confient à moi. Tout à fait. Donc, c'est cette solitude que vous avez ressentie en partant à Zasga, non? Solitude, parce que vous savez, la famille, c'est quoi? La famille, bon, on mange, on boit, on regarde la télévision ensemble et tout, mais il y a le côté discussion, le côté, etc., le côté communication, l'approche et tout ça. Et effectivement, donc, voilà, je voulais parler, parce qu'en fait, j'avais découvert un autre monde qui ne ressemblait pas au monde, au mien. Le monde extérieur, mes amis, voilà, de temps en temps on se volait, aujourd'hui j'ai pas peur de le dire, on se faisait une partie de pizza, on se faisait des petites sorties, on allait au centre des enseignants à Audin, c'était des petits moments comme ça privilégiés qu'on s'offrait en volant. Et on était des mendiantes quelque part. Et moi, je l'ai fait, donc j'ai écrit par solitude. Et quand j'arrivais à la maison, c'était le silence absolu. C'était le silence absolu. Même les femmes chez moi étaient très, très occupées. C'était occupé, l'éducation, la cuisine. On était trop nombreux, entassés dans une seule maison. Et quelle maison entre nous? La maison du bonheur. Parce qu'après, c'était la division. Et voilà. Et donc, j'ai écrit par solitude, justement. Donc, je me confiais à mes mots Halim. Oui, c'est ce que vous aviez justement déclaré. Alors, vous écrivez par solitude, donc un peu à cause de cet exil. Mais j'ai envie de vous dire, quelque part, s'il n'y avait pas cet exil, si vous n'étiez pas parti d'Alger, est-ce que vous aurez eu la même trajectoire que celle que vous avez eue aujourd'hui? Si c'est une passion, je pense que je l'aurais eu. Si c'est un déclencheur, je ne pense pas, parce que c'est la solitude, l'amertume, les discours, les dialogues de sourds.
tout ça qui a déclenché en moi, qui a engendré ce désir d'écrire, de parler. Mais je pense que l'écriture, elle m'a toujours poursuivie parce que, comme j'ai dit, même à l'école, j'écrivais. J'écrivais. Je faisais les rédactions les plus longues, j'écrivais. Mais c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a beaucoup aidé. Enfin, partir, m'éloigner, l'éloignement, voir l'exil m'a beaucoup aidé à écrire. Très bien. Alors, vous n'êtes jamais dans la fiction. Vous n'écrivez qu'à partir de faits réels que vous avez vécu vous-même ou d'autres. Voilà. D'abord, c'est un choix. Oui, c'est un choix. C'est un choix qui est venu presque un choix inné. Vous n'imaginez même pas un jour pouvoir peut-être écrire le fictif. Je vais vous répondre étape par étape. Halim, déjà, quand j'ai commencé à écrire, j'ai écrit mes émotions. La tristesse, l'amertume, le désarroi, la colère, tout ça, j'ai commencé à écrire. Donc, c'était le vécu. Ensuite, plus tard, j'ai écrit des romans. Je me suis toujours axée sur le vécu. Je n'écris que le vécu. Maintenant, à mon âge, écrire le fictif, écrire l'imaginaire, non, ça ne m'intéresse pas. Il y a beaucoup de choses à dévoiler au quotidien. Pourquoi aller imaginer des choses et ne pas dénoncer ces choses-là qui nous touchent de près? Il faut oser, nous, à notre tour, les toucher. Il y a matière. Il y a matière. Tout à fait. Alors, pour aller très vite, vous avez commencé à éditer quand, où et comment? Je sais que vous avez commencé à éditer un peu tard. Oui, bien sûr, il fallait attendre un peu la retraite. Mais les premières publications, c'était en 2012 quand même. J'étais encore à l'école, j'enseignais encore. Donc en 2012, j'ai édité mes 2 recueils de poésie chez Eddy Livre en France, tome 1 de poésie libre. Ensuite, j'ai écrit un autre livre, toujours vendu en France, Amour de guerre, qui est aussi une histoire. La première histoire vécue. Pourquoi en France et pas en Algérie? Pourquoi je pense... Vous aviez des appréhensions? J'avais les appréhensions et puis, bien sûr, j'étais pas prête. Mon entourage n'était pas prêt non plus. Je n'étais pas prête et puis, honnêtement, tous les honneurs tous les auteurs, du moins mes amis de plume, ont commencé par Eddy Livre. Pourquoi Eddy Livre? Parce qu'on a publié gratuitement. Je n'avais pas les moyens. Déjà, je ne pouvais pas faire en une pierre deux coups. Déjà... comme ça, me mettre à nu, mettre mon visage, c'était un défi. Et le deuxième défi, demander encore de l'argent, je ne savais même pas ce que c'était l'édition. Donc ça nous a libérés. Très bien. Alors, vous écrivez aussi des contes pour enfants? J'écris des contes, je lis des contes pour enfants. Oui, puisque vous êtes une conteuse parce que aussi. j'ai beaucoup travaillé avec les enfants. Donc oui, j'ai des contes, je travaille, je les lis exceptionnellement quand on me sollicite pour les salons du livre, pour la journée de l'enfant, tout ça. J'ai des contes à moralité. Non, ce sont mes textes. Ce sont mes textes à moralité parce que justement l'enseignante que je fus avait basé son enseignement sur de la moralité. Oh, combien d'enfants j'ai ramené, j'ai raisonné. Avec des morales, avec des leçons de morale. Donc aujourd'hui, mes textes aussi, mes contes, sont des textes à moralité. Ce ne sont pas des textes de chaperon rouge ou des trucs comme ça. Ce sont je parle d'histoires d'enfants qui se fâchent quand leur papa les gifle et qui comprennent après des trucs, des moralités. Ce sont des histoires du vécu aussi. Oui, alors le temps file très vite. On aurait voulu voir une séquence de votre choix. Je ne sais pas si on a un peu le temps de voir... ne serait-ce qu'un extrait d'une séquence du film Khoud Ma'atak Allah avec les regrettés Wardiya, notamment Wardiya et Mustafa Al-Amqa. Juste un petit extrait et on revient juste après. Voilà, on n'a hélas pas beaucoup de temps, mais en tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de revoir cette séquence. C'est un peu comme vos films, c'est la réalité algérienne telle qu'on la vivait à l'époque. On ne trichait pas, c'est plus comme maintenant avec... Et Halim, juste une petite parenthèse, c'est de ce film, à ma connaissance, qui est, est sorti, je vais dire, quelque chose comme ça, c'est propagé, ou je ne sais pas quoi dire, la fameuse phrase « Khoud Ma'atak Allah ». Moi, je le dis souvent à mes enfants, quand je ne suis pas contente, quand je suis contrariée, je leur dis « Khoud Ma'atak Allah yadaym Allah ». Exactement. Alors, voilà, on termine sur cette note plus ou moins sympathique. Vos projets? Les projets, d'abord, je n'ai que des projets d'écriture. Oui, je sais que vous écrivez tout le temps, tout le temps. J'ai un roman en finition.
Je viens de le terminer, donc j'attends juste une bonne édition. C'est Quand pleure le jasmin, qui est une histoire authentique, une histoire véridique, que je présenterai au prochain salon, Inch'Allah, d'être Boudima. J'ai des recueils de poésie aussi en chantier. Voilà. Des recueils, des rencontres littéraires, la journée de la femme, on va plus loin, etc. Ça va bouger. Je sais que... J'ai le salon, excusez-moi, Halim, aussi, excusez-moi, j'ai le salon du livre de Paris. Du 15 au 18. Ah, super. Voilà, donc je participe. Ça, c'est à l'international, c'est très bien. Je sais que, par exemple, après la sortie de votre livre Principes et Amertume, beaucoup de femmes sont venues vous dire merci parce que, quelque part, vous vous êtes exprimé pour nous. Donc, est-ce que vous vous sentez investi d'une mission en écrivant, justement, pour ces femmes? Oui, pour ces... Halim, quand j'ai écrit cette histoire, j'ai écrit la mienne. Je pensais que c'était la mienne. Et puis, à la suite, là, les dames qui l'ont lu, elles m'ont fait comprendre que j'étais un porte-parole. Parce qu'elles m'ont dit, oh là là, mais tu as écrit notre histoire. Parce que finalement, la femme algérienne, elle a beaucoup de choses. Enfin, les femmes algériennes ont beaucoup de choses en commun. Surtout les femmes de ma génération. Très bien. Alors, vous avez choisi de finir aussi par un hommage à un grand chanteur qui nous a quittés, Jamal Allam, avec sa superbe chanson Là. Mais avant d'écouter cette chanson, moi-même, je suis un très grand fan de Jamal Allam. Et je vous en remercie pour ce choix, justement. Un dernier mot pour les téléspectateurs qui nous regardent. Merci déjà pour aujourd'hui, pour ce soir, si vous êtes là, si vous nous avez suivis. Et c'est grâce aux téléspectateurs qu'on existe. Voilà, on sort de l'anonymat. Merci de m'avoir reçu chez vous. J'espère que je ne vous ai pas trop dérangé. Du tout, Merci, ils sont sympathiques. Merci beaucoup, à vous, madame. Halim, en tous les cas. C'est moi qui vous remercie, ou en tout cas, on ne se connaissait pas et j'espère qu'il y en aura d'autres. C'est parti pour continuer, Inch'Allah. Inch'Allah. En tout cas, je vous souhaite bon courage dans ce que vous faites. Continuez à le faire, c'est très important pour vous et pour les gens pour qui vous écrivez. Je vous dis merci encore une fois. Je dis à tous les techniciens du Studio 1, merci. Je dis à nos téléspectateurs, merci de leur fidélité. Je vous dis à mercredi prochain avec un autre invité, Yahya Narbi. D'ici là, salam. الليل